J'ai déménagé de la Suisse à Dubaï en 2 mois. C'est possible de venir ici seul à Dubaï avec un enfant? Il me fallait 10 000 par mois. Si ton budget, c'est 10 000 euros par mois et que tu veux économiser, il te faut 20 000. Plus tu dépenses et moins tu pourras mettre de côté. Si tu achètes un bien, tu peux estimer faire, en étant pessimiste, du 7% de rendement. Net, vu qu'il n'y a pas d'impôt. Une fois qu'on est installé, c'est plus difficile de partir. Le temps, c'est notre bien le plus précieux. La vraie richesse, c'est faire ce qu'on aime. Je répète souvent à mon fils, tout est possible. Dubaï, c'est très transactionnel, surtout au niveau de l'immobilier. Après, le reste, c'est beaucoup de relationnel pour avoir accès à d'autres classes d'investissement. Et ça a fait exploser Dubaï, ça fait exploser Abu Dhabi. Bonjour à tous sur ce deuxième épisode de Capital Nomade avec les deux frères québécois qui vivent à Dubaï. Aujourd'hui, on est avec Florence la fusée Blémont. Florence, très médiatisée, assez connue notamment sur LinkedIn avec une belle communauté. Florence, c'est une maman entrepreneur, divorcé, qui est passé par Ernst & Young, chez Nivea aussi au niveau de sa carrière, mais qui a surtout fondé une agence de marketing qui a eu un certain succès. Aujourd'hui, elle vit à Dubaï, elle est arrivée en août 2025 et c'est une conseillère en investissement, notamment en immobilier, donc chez Barnes International. Elle est autrice de 3 livres, conférencière chez TEDx, donc elle a fait une conférence TEDx, et elle est classée numéro 6 en vente et marketing, donc chez Favicon en 2025. Donc on va vraiment aujourd'hui parler sans filtre, déménagement seul avec un enfant, coût de la vie, reconstruction après un divorce qui malheureusement des fois c'est compliqué, et surtout investissement. Donc, comment, en fait, les individus à valeur nette plus élevée qui viennent ici sur Dubaï démarrent et finalement, comment ils font pour maximiser leur capital sur cette région et quel est le budget, finalement, pour venir s'installer ici. Donc, merci, Florence, de nous accorder quelques minutes de ton temps aujourd'hui pour ce podcast. Merci, les frères québécois. Yes. Je suis prête. Ça fait plaisir. Donc, on commence très rapidement, mais si tu peux peut-être t'introduire en 60 secondes, te présenter ton parcours, qui tu es aujourd'hui et qu'est-ce que tu fais finalement ici à Dubaï? Je pense que tu as tout dit. Ouais. Vraiment, j'ai rien à ajouter. Là, je suis en mode fusée, donc on peut attaquer les questions. Puis pour moi, ce qui est important, ce sont les autres. Je pense qu'on fait toujours plus pour les autres que pour soi-même. Tu l'as dit, je suis maman, donc je fais plus pour mon fils que pour moi. Je fais plus pour mes amis que pour moi. Je fais plus pour les clients que pour moi-même. Je fais plus pour Barnes que pour moi. Donc, attaquons direct. Je crois que l'important, c'est les auditeurs et qu'ils en aient pour leur écoute. Yes, ouais. Super. Donc, qu'est-ce qui, finalement, fait en sorte que toi, aujourd'hui, tu es arrivé à Dubaï, si je peux me permettre? Qu'est-ce qui t'a amené ici sur... on pourra en parler, mais c'est le nouveau rêve américain. On s'en est déjà parlé ensemble derrière les coulisses. Donc, qu'est-ce qui fait que tu arrives ici, dans cette super ville? Moi, je suis née en 1984. Et en fait, à l'époque, Dubaï est né en 1971, donc 71. Ouais. Et c'était qu'un tas de sable. À l'époque, le rêve, c'était les États-Unis. Alors, j'ai eu la grande chance d'aller apprendre l'anglais en Californie, San Diego. Et là, j'ai eu des étoiles dans les yeux. Je voulais partir. Super. Et puis, j'ai fait une erreur. Je me suis encroûtée en Belgique en faisant mes études en Belgique. Super études, hein, c'était pas ça le problème. Mais c'est qu'une fois qu'on est installé, c'est plus difficile de partir. Et c'est souvent ça le retour que j'ai des gens qui m'appellent et qui me disent « Ah, on est en Europe, Belgique, France, Suisse, Luxembourg. On a envie de partir, mais il y a les parents qui prennent de l'âge. On a peur de les laisser seuls. On a nos amis, on a notre réseau, on a notre travail. Pourtant, on a envie de partir. » C'est la zone de confort. Ouais. Et en fait, moi, j'avais envie de partir depuis très longtemps, donc j'avais pas oublié ce rêve. Quand j'ai passé la quarantaine, j'ai fait la petite crise de midlife crisis. Donc, je me suis bien remise en question. C'était plutôt vers les 38 ans et demi. Et je suis revenue à mes rêves. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fiches? Est-ce que tu vas encore t'encrouter 5 ans, 10 ans de plus dans un pays qui n'a pas la même énergie que toi? Ou est-ce que tu vas faire le pas, prendre les choses en main et être en fait au lead de ton argent? Être au lead de ton temps et de ton argent. Parce que la vie, elle passe vite. Ouais. Le temps, c'est notre bien le plus précieux. Et donc, déménager à 30 ans, 40, 50, 60, 70 ans, c'est pas la même chose. Non, tout à fait. Et en fait, le point décisif, ça a été le fait que mon fils changeait de section. Okay. Donc, il allait vers les secondaires. Et donc, j'ai déménagé d'abord en Suisse. Et il faut vous dire, j'avais jamais déménagé de ma vie, en fait. C'est fou. J'avais déménagé une seule fois
pour aller à 2 rues de chez moi. Ok. Donc, je viens de la Belgique, de Bruxelles. Ouais. J'ai vécu là pendant 40 ans. Et la seule fois où j'ai déménagé, c'était à 2 rues de chez moi. Pour vous dire, j'ai même pas payé de déménageur. J'ai fait ça avec des camions que j'ai loués, quoi. Ouais. Et des amis qui ont porté des meubles. Donc, c'était vraiment simple. Et là, j'avais changé de pays pour aller d'abord en Suisse. Et en fait, il s'est passé un truc, on va en reparler, le déclic d'avril 2025. Il s'est passé un truc qui a fait que j'ai déménagé de la Suisse à Dubaï en 2 mois. C'est incroyable. Et en fait, la question que tout le monde se pose, si je peux me permettre, mais c'est possible en fait de venir ici seul à Dubaï avec un enfant? C'est quoi les cassettes un peu administratives? C'est plutôt au niveau émotionnel, au niveau logistique? Ça a été quoi un peu les défis? J'aime bien dire, je répète souvent à mon fils, tout est possible. J'ai tout vu et je pense que vous aussi, puis si vous êtes dans le sport, vous pouvez assister à des matchs. J'ai assisté à un match de basket il y a 2 ans où en fait c'était perdu. Et puis en fait, finalement, l'équipe perdante s'est redressée au dernier moment. Donc tout est toujours possible. C'est pas comme on l'imagine, c'est pas du stéréotype, il faut le vivre et chaque situation est différente. Je pense que ce qui a été le plus compliqué pour moi, comme à chaque fois, c'est de me dire que j'ai jamais assez de temps pour faire les choses. J'aime bien que les choses soient bien faites. Je suis quelqu'un d'assez organisé parce qu'en fait, je trouve que c'est la liberté. Une fois qu'on est bien organisé, on est moins stressé. C'est clair. Les choses s'enchaînent bien. On peut prévoir aussi au cas où un plan B, plan C, même si voilà, on vise toujours l'objectif premier. Mais c'est ça qui m'a le plus frustrée, c'est plutôt le timing. On va en reparler. Ouais, et il y a des étapes particulières que tu as mis en place pour que ça se fasse autant rapidement en 2 mois ou Ouais, en fait, ce qui m'a confortée, c'est que j'aime bien me donner des notes. Et je fais ça aussi avec mon fils, c'est que voilà, je sais pas moi, il a fait un Lego. Puis je lui dis, voilà, t'as fait le super Lego pour les 18 ans et plus, alors que t'as 13 ans, tu l'as fait en 1 mois, combien tu te donnes? Je lui dis, je me donne 10 sur 10, ou je me donne 8 sur 10. Ouais. Yes. Ok, qu'est-ce que tu vas faire la fois prochaine pour augmenter ton score? Des choses comme ça. Alors, c'est pas tout le temps pour tout, hein. Il y a des choses où on se laisse aller, il n'y a pas de score, genre, tu t'es bien amusé aujourd'hui. Mais pour le déménagement en Suisse, je m'étais donné 8 sur 10. Ah ouais? Ouais. Chapeau. Et donc, je m'étais dit, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et j'avais bien retenu le process aussi. Et donc, pour Dubaï, je l'ai mis en place, simplement plus vite. Parce qu'à partir du moment où tu fais une chose une fois, et puis surtout où d'autres l'ont fait, ça j'adore, c'est aller collecter des informations auprès des autres. Et on va parler de la stratégie des super riches. Tout à fait. Pour scaler leur argent. Tout à fait. C'est une fois que tu l'as mis en place ou que d'autres l'ont mis en place, en fait, il faut dupliquer la recette. Alors, ça ne marche pas tout le temps, à tous les coups, chaque année, à chaque période et le même mois, parce que les mois d'hiver ne sont pas les mêmes que les mois d'été, par exemple. Mais en tout cas, là, ça a marché. Alors bon, non, t'as raison. Dans les déménagements, il y a quand même 2 meubles cassés, ça m'énerve. Mais ça n'a rien à voir avec moi, c'est hors contrôle que ça se casse dans le cargo, en fait. La même chose avec les investissements, il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. Même en mettant des systèmes en place, en ayant des bonnes habitudes, c'est normal finalement qu'on fasse certaines erreurs. Moi, de mon côté, en fait, je pense que ce qui va être super intéressant, c'est de parler d'éducation financière, justement, de voir un petit peu comment tu le fais toi aussi avec ton fils, comment tu implémentes ça aussi avec tes clients. Qu'est-ce qui t'a amené finalement dans cet univers d'investissement, de la finance et tout ça? Tu peux nous parler un petit peu de ta relation avec ton argent et tout ça? J'adore. Justement, tu vois, tu as dit que j'avais travaillé chez Nivea et on avait fait une étude de marché pour les crèmes. Et en fait, on a compris que les crèmes, c'était une transmission de mère en fille. Donc, si ta maman met de la crème devant le miroir et que toi, en tant que petite fille, tu assistes à ce rituel, début de journée, fin de journée, toi-même, tu as 100% de chance de mettre de la crème. Si on ne t'a pas appris à le faire ou que tu ne l'as pas vu, tu ne le feras probablement pas, ou plus difficilement. Moi, j'ai vu mon grand-père, qui investissait en bourse, couper les coupons dans son bureau. Donc, à l'époque, évidemment, il n'y avait pas Internet. Moi, j'ai vécu le début d'Internet. Je pense que j'étais une des premières dans ma classe à avoir un ordinateur. Parce que mon grand-père avait justement compris l'importance d'avoir un ordinateur chez soi et d'apprendre très tôt à manier des outils digitaux. Donc, il m'avait offert un ordinateur. C'est super. C'était le Saint Graal. Et il n'y avait pas d'ordinateur. Il fallait appeler son courtier pour lui dire il faut vendre, il faut acheter, quel est le cours actuel, acheter la Gazette du matin, l'éplucher, noter dans un carnet au crayon. Et donc, lui, il coupait les bons
les coupons au ciseau. C'est dingue. Et en fait, le fait de voir ça, de Ouais. comprendre, t'es dedans. Tu tombes Mhm. dans la marmite. Mhm. Et mon grand-père, il disait quelque chose que j'ai retrouvé dans le livre Père riche, Père pauvre, Ah que vous connaissez, Bien qui sûr. a un best-seller mondial. Ouais. Il disait l'argent fait des petits. Mhm. Donc on va parler des 3 étapes aussi Tout à fait. à mettre en place. Mhm. Tu peux pas passer à côté de ces 3 KPI, de ces 3 métriques pour gérer ton argent. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai vu en fait. Ah, c'est super. Et du coup, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai investi. Mais j'ai investi de manière très sécure. Ouais. Parce que j'ai commencé à travailler à 21. À 18, il y avait l'université, les amis, les sorties. Ouais. 21, il y avait le boulot chez Ernst Young. Mhm. Et donc, il faut savoir qu'investisseur professionnel, c'est un métier en fait. C'est comme agent immobilier, c'est comme gérant de portefeuille. Ça demande toute la journée. Tout Ça à fait. demande 10 heures par jour. Ouais. Donc, tu peux pas t'improviser, ça y est, je vais gérer mon argent comme un pro alors que j'ai un boulot en plus. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, j'ai simplement, au début, acheté du BlackRock, je sais même plus lequel, Un du fonds. Apple, Ouais. tu vois, Ouais. des trucs vraiment simples. Et je regardais genre 1 fois par mois. Mhm. C'est top. Voilà, simple, tu Mm. vois. Mais j'avais retenu le dividende, l'action monte, c'est du long terme. Ouais. Juste d'avoir les pieds dedans, ça, je veux Voilà. dire, tu t'éduques forcément parce que tu détiens cette action et puis après, tu te renseignes, tu fais des... Et puis en fait, c'est la problématique majeure de toutes les personnes qui veulent avoir accès à l'investissement. C'est le premier pas parce que finalement, on a peur, on est dans l'inconnu, mais tous ceux qui font ce premier pas et qui derrière font un travail d'éducation financière à faire des recherches, se retrouvent à vraiment être capables d'avoir ce type de conversation quand ça fait 10, 20 ans qu'on est finalement dans le game de l'investissement, je peux me permettre. Aujourd'hui, toi, de ton côté, tu es surtout concentré immobilier en arrivant ici à Dubaï. Si tu peux nous parler, parce on connaît ton grand-père, moi je connais la réponse de ma prochaine question, mais qu'est-ce qui t'a amené du coup vers l'immobilier? Ça a été un déclic qui s'est passé en avril 2025. En fait, donc quand j'étais encore très investie dans mon agence marketing, parce que pour le moment, je prends plus de nouveaux clients dans cette agence, elle continue, mais avec les clients existants. Mhm. J'avais une cliente qui était justement une amie de la famille, une amie de ce grand-père, Mhm. et qui était une star de la fiscalité. C'était une avocate fiscaliste, donc tax and legal lawyer. Ouais. Donc une avocate fiscaliste très connue quand même dans plusieurs pays. Elle avait 5 cabinets dans le monde. Wow. Ouais. Donc c'était vraiment énorme avec plusieurs employés en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, à Madrid, à Hong Kong. C'était Mhm. vraiment c'était un génie, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Mhm. Ouais. Tiffany Afscrift. Il y a beaucoup de Belges, tous mes amis belges Ils la vont connaître. reconnaîtront. Ouais. C'est super. Et en fait, en avril 2025, le 14, c'était un lundi, Mhm. il y a un ami de mon père qui m'appelle vers minuit. Et moi, j'étais au resto avec une pote. Et je me dis, c'est pas normal qu'il m'appelle. Et je me dis, OK, il est en train de boire des verres avec mon père. Ils se disent, oh, Florence, c'est à Bruxelles, on va l'appeler pour qu'elle nous rejoigne. C'est la Belgique, les gens boivent. Mhm. Donc je me dis, ça doit être ça, ils vont me faire une blague. Ou genre, on te voit, on est dans le même resto, viens nous rejoindre. Et je me dis, non, j'ai envie d'aller me coucher tôt, je vais pas décrocher. Puis il me rappelle. Je me dis, bon, c'est quand même bizarre. Il m'envoie un message, décroche, bon sang. Je me dis, OK. Donc je décroche, puis il me dit, tu dois venir tout de suite. Ton amie Tiffany Afscrift est tombée dans les escaliers et elle est emmenée à l'hôpital, elle est dans le coma. Je me dis, OK, donc il est minuit. Je suis au resto avec une amie, on était plutôt ambiance festive, parce qu'elle, elle déménageait au Texas et moi, j'étais toujours en Suisse. Ouais. J'avais pas encore d'idée de Dubaï, et donc je dois aller aux urgences pour voir ce qui va se passer avec mon amie qui est tombée dans le coma. Donc je prends ma voiture, je vais direct aux urgences, et en fait, là, je suis dans le déni. Je me dis, elle va se réveiller, elle va dire « Ah, mais où est ma mallette? Mais il faut que j'aille au bureau, j'ai des dossiers à traiter, ciao, je m'en vais travailler. » Ouais. Mais en fait, pas du tout, parce que 3 jours et demi plus tard, sa famille a décidé de la débrancher. Et pour moi, ça a été terrible, parce qu'en fait, là, j'ai vraiment, pendant 2 mois, j'étais moi-même dans le coma. Mhm. J'arrivais même plus à écrire, alors qu'écrire, pour moi, c'est une passion. Mhm. Enfin, j'y arrivais, mais c'était compliqué. Parfois, je pleurais pour rien. Et pourtant, j'avais l'impression de l'entendre à côté de moi, Mhm. rire, me dire « Mais ici, on s'amuse, Florence, c'est léger, t'inquiète pas, je suis bien. Mhm. Et puis l'argent, on s'en fout, tu vas voir, c'est
c'est facile, ce qu'il faut, c'est que tu t'amuses dans le process. Peut-être que tout ça, c'est des Ouais. conneries et que c'est inconscient et c'est ce que j'imaginais qu'elle me disait. Mhm. Mais je pense aussi que c'est une énergie qui était là à côté de moi dans ces moments-là pour m'aider à remonter la pente. Tout à fait. Et donc, il se trouve que donc le 14, elle tombe. Fin mai, il y a son assureur belge, mais qui travaillait avec elle à Lausanne, qui m'appelle et qui me dit il y a une conférence le 2 juin prochain à Genève d'un cercle privé. Je t'ai jamais rencontré, mais Tiffany m'a beaucoup parlé de toi, donc je t'invite. Puis il y a plein de gens qui connaissent Tiffany qui seront là, donc voilà, ça te fera du bien de rencontrer des gens qui la connaissaient, etc. Ouais. Je me dis, bon, ok, j'y vais. Puis quand il m'envoie l'invitation, je vois que le thème, c'est Dubaï. Ah. Je me dis, Dubaï, bling bling. Moi, je suis pas comme ça. Yes. Moi, je suis belge. Moi, je suis authentique. Je suis vraie. J'aime les choses de qualité. Mais bon, je vais y aller. Ça va me changer les idées. Ouais. Donc, j'y vais. Et en fait, là, j'ai ouvert des yeux énormes. Mhm. Parce qu'il y avait justement 2 personnes de chez Barnes, Lorraine et Paolo, qui étaient là pour présenter la vision de Dubaï 2040. Incroyable. Et c'est comme pour la gestion de votre argent, pour votre déménagement, pour la gestion de votre portefeuille. Vous démarrez pas par voir des étapes, vous démarrez par avoir une vision. Tout à fait. C'est une vision que vous allez vous approprier. Mhm. Et cette vision doit vous donner de l'énergie, doit vous donner envie de supporter même l'insupportable ou de supporter les frustrations comme des meubles cassés ou une perte boursière Tout à fait. ou peu importe. Ouais. Donc ça m'a porté. Je me suis dit, waouh, je reconnais la même énergie que j'avais sentie en Californie, Mhm. à San Diego. Et donc je me suis dit, c'est ma chance. C'est peut-être Tiffany qui m'a envoyée là. Ouais. Et donc j'ai demandé à Paolo et Lorraine si je cherchais à engager. Ils m'ont dit, ah oui, on engage tout le temps. Je dis, bon, j'ai pas d'expérience dans l'immobilier, mais par contre, j'en ai une très bonne dans la communication digitale. Ouais. Dans les réseaux sociaux, les réseaux aussi, vu que j'ai eu un club de femmes entrepreneurs. Je dis, mais je peux apprendre. Et puis, comme mon père a une agence immobilière en Belgique, je connais le marché, mais belge. Mhm. Et ils m'ont dit, c'est bon, pose ta candidature. Incroyable. Et donc, en juillet, j'ai eu une interview. Mhm. Et en août, je déménageais. C'est super. Wow, wow. Voilà. C'est super. Et dans la vision 2040 de la conférence que tu as entendue, c'était quoi un petit peu ce qui t'a vraiment fait ressentir cette vision que tu avais eue aussi en Californie avant? Qu'est-ce qui t'a poussé à autant... Les points de similarité entre. En fait, c'est que quand il y a un problème, il y a une solution. Mhm. Et aussi que tout le monde est invité, tout le monde est fédéré pour aller vers le même objectif. Mhm. Le même objectif, c'est qu'on soit dans une ville où on vit bien, Mhm. où nos enfants sont sécures, où les femmes sont sécures dans la rue, Mhm. où les gens peuvent se payer des services dont ils rêvent. Mhm. Une femme de ménage, une nounou, payer des services de pressing, se faire livrer à domicile, aller au restaurant, aller en vacances, aller dans des spas magnifiques, Mhm. voyager, mettre de côté. Ouais. Ouais. Tout ça devient presque inaccessible Mhm. en Europe. Mm. La petite anecdote, j'ai vécu 1 an en Suisse. La femme de ménage coûtait entre 35 et 45 francs suisses de l'heure. Oula. Et même si en Suisse, vous gagnez déjà un peu plus qu'en Belgique et en France, Mhm. ça reste un service de luxe. Ouais. Surtout quand on est seul à assumer toutes les dépenses, comme moi, je le suis avec mon fils. Ouais. Mhm. Tandis qu'ici, en fait, comme tout le monde travaille et qu'il n'y a pas de taxes, Mhm. l'argent, il s'échange super facilement, c'est fluide. Tout à fait. Et donc ici, vous pouvez facilement faire venir une dame d'ouvrage une journée par semaine ou 3-4 matins par semaine Ouais. pour le même prix, en fait. Ouais. Et tout roule. Ouais. Mhm. Non, c'est ça. Ça Et rend les gens plus heureux. Ouais. Ouais, c'est clair. Tout à fait, ça facilite la vie en fait. La vie ici à Dubaï, elle est tout simplement optimisée sur tous les niveaux. Pas de friction. Pas de Aucune friction. Par friction. exemple, moi, en tant qu'entrepreneur en Belgique, parce que j'ai été employée que 3 ans, j'avais développé la phobie du courrier. Ouais. Quand je recevais le courrier chez moi en Belgique, je me disais, ah merde, encore une taxe, encore un subside qu'on a demandé et qu'on va devoir rembourser parce qu'ils ont changé les règles, Mhm. encore une amende, encore un truc chiant et qui va pas me plaire, qui va me prendre du temps Mhm. et qui va pas faire que je passe du temps avec ma famille, avec mes amis,
que je m'occupe de moi, de mon corps, de ma santé, ou que j'épargne, ou de ma boîte, quoi. Et donc ici, il n'y a pas de courrier. Ouais. C'est fini. C'est loin En derrière. fait, c'est simple. Tout se fait par WhatsApp, tout se fait par email, tout se fait en instantané. Moi, j'ai horreur de la paperasse qui s'accumule. En plus, il faut les trier. Enfin, c'est pas fait pour moi. Je suis tout à fait Et d'accord. qu'est-ce qui, selon toi, fait en sorte qu'en tant qu'entrepreneur, en venant à Dubaï, ça peut être plus rapide de scaler son activité? Est-ce que c'est la fiscalité, le réseau qu'on peut avoir, le mindset que donne cette ville, la vitesse d'exécution, comme tu dis? C'est quoi le... Il y a quelque chose dans l'énergie à Dubaï qui m'a fait penser aux États-Unis et surtout la Californie et New York, qui sont les deux États que je connais le mieux. C'est le melting pot. Donc, vous êtes Canadien, moi, je suis belge, j'ai des collègues qui sont indiens, j'en ai d'autres qui sont sud-africains. Ouais. En fait, tout le monde est là et c'est bien. Et on s'en fout que toi, t'aimes manger du curry et que moi, j'aime manger des frites. En fait, il n'y a pas de discussion là-dessus. J'ai des collègues qui sont voilés, qui ne serrent pas la main aux hommes. Et j'en ai d'autres comme moi qui font la bise aux hommes. Et on s'en fout. C'est même pas un problème. Ça ne vient même pas sur la table, en fait. Donc, tout ça va vers le sécurité, déploiement, bonheur. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, ici, quand tu vas dans un service du gouvernement, il est mis Happiness Center. Ouais. Et pas département de machin truc bidule, je sais même plus répéter le nom. Voilà, exactement. C'est long. Et il y en a tellement que... Donc, pour répondre à ta question, je crois que les gens vont plus vite dans le business. Parce qu'aussi, comme ils gagnent mieux leur vie et qu'ils sont plus confortables, ils sont plus heureux et donc plus aptes à prendre des risques. Tout à fait. Ouais. Pourquoi on prend plus de risques en amour? Parce que, par exemple, faire un enfant, c'est un risque. Ouais, tout à fait. Se marier, c'est un risque. Parce qu'en fait, on est dans une énergie positive. Parce qu'on a trouvé la personne qui nous fait vibrer, parce qu'on se sent prêt à être responsable, à être père ou mère. Et c'est comme ça qu'on prend ces risques. Si on a peur de tout, qu'on a peur des taxes, qu'on a peur des changements de loi, qu'on a peur de l'environnement, qu'on a peur de sortir et de se faire carjacker, on aura tendance à pas les prendre, ces risques. Ouais, tout à fait. Clair. En parlant de risque, justement, beaucoup diront que c'est un risque que tu as pris de venir ici seul avec un enfant. Donc, on peut parler un petit peu budget, comprendre qu'aujourd'hui, tu as un statut d'expatrié. Moi, j'aime beaucoup ce mot. Et c'est un mot qu'on dit beaucoup, en fait, chez Capital Nomade parce qu'on veut vraiment s'adresser, finalement, aux expatriés. Donc, quand tu es venu t'installer ici en tant qu'expatrié, tu t'es expatrié, en fait, avec ton fils, ça a été quoi un peu le budget? Comment tu t'es préparé pour que d'autres gens, derrière la caméra, soient capables de aussi comprendre, ce serait quoi le budget pour venir ici, finalement? Alors, tu as raison de parler de budget, parce que de nouveau, c'est un risque. Moi, je me suis toujours sentie confortable en ayant 6 mois devant moi, 3 mois, 6 mois devant moi. D'épargne compte courant, pas d'investissement. Tout à fait. Mais en me disant, s'il y a un gros problème, ou si, je sais pas, moi, je peux plus travailler, je sais que dans les 3 mois, j'ai un autre boulot. C'est top. C'est ce qu'on préconise pour nos clients. 3-6 mois, finalement. Exactement. Tu vois, et donc, il y a des gens qui vont dire 6 mois, c'est pas assez, puis d'autres qui vont dire 3 mois, c'est beaucoup trop. Donc, moi, en général, je suis à l'aise avec 3 mois. Donc, je m'étais renseignée sur les loyers, je m'étais renseignée sur les procédures de visa. Mais il se trouve que, j'ai signé chez Barnes, donc, qui est d'ailleurs un top employeur, je les remercie encore. Il y a une super ambiance. C'est pas du tout les mêmes ambiances qu'au bureau en Europe. Je généralise, mais je vais dire de ce que moi, j'ai connu. Et donc, le visa, donc, si vous êtes employé, ça, c'est l'employeur qui le prend en charge pour vous. Mais donc, j'avais calculé qu'il me fallait 10 000 par mois. Avec l'école aussi, avec au départ les taxis, vu qu'au départ, vous n'avez pas de voiture. Donc, il faut mettre tout ça en place. Et puis aussi, comme le cargo mettait 2 mois pour arriver de Lausanne à Dubaï, mais il a quand même fallu que je fasse livrer des lits avant qu'on arrive. Alors, ce que j'ai fait aussi, un petit truc, c'est que moi, j'aime pas dépenser de l'argent. Pour moi, dépenser, ça veut dire que je vais jamais le récupérer. C'est perdu. Ça peut être chouette, hein. Je vais au restaurant, j'adore. Enfin, déjà, je trouve pas que ce soit perdu parce que quand je fais un bon restaurant, ma bagoura me note un bon score de sommeil, donc je suis contente. C'est de l'investissement de santé, les restos. Mais donc là, je m'étais dit, si on prend un loyer pendant 2 mois et qu'après, il faut déménager, on va avoir des frais de déménagement, mais aussi de ce loyer. Donc, j'ai directement acheté. Je me suis dit, si ça nous plaît pas, c'est un investissement, on le met en location. Et j'avais calculé, en regardant les locations du coin, qu'on avait un return de 9% net si on le mettait en location.
Donc je me suis dit, c'est tout bon, ce sera un bon investissement, même si ça ne nous plaît pas, et que finalement on déménage. Donc on a acheté l'appartement, et donc j'ai convaincu le propriétaire de nous laisser les clés avant qu'on ait vraiment terminé la transaction immobilière. Comme ça, je pouvais faire livrer les lits Ikea dans l'appartement avant notre arrivée. Pas pour rien. Top sales de 2025, c'est pas pour rien. Voilà. L'organisation. Et du coup, en fait, parce que beaucoup de gens viennent s'installer ici, il y a des postes de dépenses en Europe qu'on n'a pas, même au Canada, de par finalement les impôts, le système qui est déjà mis en place. Et quels sont les postes qui t'ont le plus surpris? Beaucoup répètent l'école, que c'est assez cher. Est-ce que tu peux nous donner peut-être vraiment un ordre d'idée des dépenses qui ont été peut-être le plus surprenantes pour toi et des plus importantes aujourd'hui? Alors non, je trouve que la vie est moins chère ici. C'est vrai? Ouais. Et d'ailleurs, mes amis qui sont déjà venus me voir m'ont tous dit, en fait, par exemple, les restaurants, je ne parle pas des restaurants étoilés, évidemment, là c'est le même prix, mais les restaurants courants sont moins chers. Alors aussi, il y a tout le temps des promotions, il y a tout le temps des soldes, parce que c'est comme aux États-Unis, ici, ils peuvent faire genre un jour avec moins 80%, et c'est hors solde, et t'en profites, ou du 1+2 gratuit. Ouais. J'ai vu aussi, je suis même rentrée dans le magasin, je dis, vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé sur la façade? 1+2 gratuit? C'est pas 2+1? Non, c'est 1+2. Donc j'achète une paire de chaussures, j'en ai 2 en plus. Gratuites. Oui, madame. Ouais. Du coup, je suis ressortie avec des paires de chaussures, évidemment. Donc, non, il y a des choses qui m'ont pas surprise, parce que déjà en ayant déménagé en Suisse, les loyers en Belgique sont beaucoup moins chers que ceux de la Suisse. Et ceux de Dubaï sont équivalents à ceux de la Suisse ou de certaines villes comme Paris. Ouais. Là, c'est équivalent. Okay. Donc, c'est vrai que pour un Belge, ça peut surprendre, mais je sais qu'au Luxembourg aussi, les loyers sont plus chers. Tout à fait. Donc, ça dépend vraiment d'où vous venez. Tout à fait. Ensuite, il n'y a pas de taxes, donc youhou. Ouais. Donc ça, quand même, tout ce que vous gagnez, c'est net dans votre poche. Et les salaires sont plus élevés ici. Par contre, il y a quelque chose qui, moi, me plaît beaucoup, c'est que tout le monde a une commission. Ouais. Donc, tu as un flat fee, donc ce qu'on appelle un fixe. Et puis, si tu contribues bien au développement de la société dans laquelle tu travailles, ou si tu amènes des gens comme clients, ou si tu amènes des gens qui vont être engagés, donc des candidats, tout le monde reçoit sa part. Tout à fait. Et là, en fait, tu peux vraiment, en étant enthousiaste et en ayant un travail qui te passionne, atteindre des montants qui sont inimaginables en Belgique, au même niveau. Ouais. Parce que déjà, il y a la taxe, et parce qu'ensuite, pour la boîte, en Europe, tu coûtes beaucoup plus cher qu'ici, vu qu'ici, il n'y a pas de taxe, en tout cas sur les employés et les salaires, quoi. Non, c'est super intéressant, et puis c'est un peu aussi pour ça que nous on est venu ici, parce qu'on avait cette même structure en fait au Canada à travers notre livre d'affaires, et on est venu ici en fait pour répéter exactement la même structure, mais dans un environnement fiscal du coup qui est beaucoup plus intéressant. Donc ça fait partie finalement des raisons de pourquoi on est venu ici. Mais après, est-ce que justement il y a cette facette de risque qui est aussi autour de la performance et de la commission? Comment tu gères ça? Parce que bon, je sais que Barnes te rémunère, moi aussi mon employeur me rémunère, mais on ne parle pas de montants qui sont extrêmement élevés. Donc derrière, il faut charbonner, il faut avoir des résultats. Comment tu gères finalement ce risque, cette pression que tu peux avoir? Parce que voilà, tu n'as peut-être pas les mêmes responsabilités que nous, tu as un fils et tout ça. Comment tu gères un petit peu cette facette? De nouveau, la vision. Ouais. Savoir de combien vous avez besoin par mois. Justement, on va parler des 3 chiffres à suivre. Donc en fait, l'équation, je me la suis répétée dans ma tête 1000 fois. Tu gagnes un certain montant. Je vais plutôt prendre des montants de Dubaï. Ne m'en voulez pas, mes amis européens. Je sais que ce ne sont pas les mêmes montants en Europe, mais en même temps, ça vous donnera envie, peut-être sûrement, de déménager ou d'investir ici. Donc, imaginons, vous avez besoin de 10 000 pour vivre. L'exemple que j'ai donné du budget. Ouais. D'ailleurs, l'école est moins chère que les écoles privées en Belgique ou en Suisse. Okay. Je parle de privé. Et les profs sont d'ailleurs plus motivés parce qu'ils savent que c'est les parents qui les payent. Ouais. Donc, il y a moins de congés maladie, ils portent moins s'ils ne sont pas bien en burn-out ou que sais-je. Ils font tout pour que l'élève se sente bien et se déploie. C'est vraiment un système beaucoup plus à l'américaine, l'école ici. Puis il y a les lycées français aussi qui sont plus classiques. Mais donc, pour en revenir à ça, si ton budget, c'est 10 000, je parle en euros, 10 000 euros par mois, et que tu veux économiser, imaginons tu veux économiser 10 000 par mois. Il te faut 20 000. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Gagner plus. Il
faut passer de 10 000 à 20 000, dépenser moins. Donc, à chaque dépense, avec mon fils, on a un filtre. Est-ce que tu en as vraiment besoin ? Bien. Est-ce que tu n'as pas quelque chose qui est déjà similaire ? Mhm. Est-ce qu'on peut trouver une alternative moins chère ? Mhm. Tout à fait. C'est super. Plus tu dépenses et moins tu pourras mettre de côté. Mhm. Donc, il n'y a pas à sortir de ça. Gagner plus, dépenser moins et mettre plus de côté. Mhm. Ce qui va nous mener aux 7 étapes de la machine à cash. Tout à fait. Mhm. Tout à fait. Mais ça, ces 3 KPIs-là, Mhm. tu peux pas passer à côté, en fait. Ah, t'as pas le choix de les mettre en place. Et puis, on les met aussi en place avec mon frère. Et je pense que c'est d'ailleurs un des risques quand on s'expatrie à Dubaï. Il y a beaucoup de gens qui arrivent ici qui font des meilleurs salaires, mais qui, au lieu d'augmenter leur épargne ou quoi que ce soit, augmentent directement leur lifestyle. Et au final, il y a beaucoup de gens qui repartent d'ici, peut-être 10-15 ans plus tard. Ils ont fait un très bon salaire qui a seulement financé leur lifestyle et ils n'ont pas forcément bâti de patrimoine, tout simplement parce qu'ils n'ont pas suivi ces fameux KPI dont tu parles. Mhm. Donc, je pense que ça va pouvoir aider beaucoup de gens. Je vais qui te vont donner nous un écouter. exemple avec la voiture. Ouais. Donc, avec mon fils, on s'est dit, on achèterait bien une Ferrari. Mon fils adore les voitures. Moi, je m'en fous, en fait. Du moment que ça roule, c'est bien. Mais ce qui m'a intéressé dans le club Ferrari, enfin, dans Ferrari, c'est le club. Mhm. Ouais. C'est la communauté. Les gens achètent par communauté. Mhm. Les gens s'adressent à moi pour leurs investissements, pour la Fédération des Gourmands, qui est le club privé, et pour Barnes, Mhm. parce qu'en fait, ils me connaissent. Je fais partie de leur même communauté. Tout à fait. Notamment sur LinkedIn. LinkedIn Ouais. est une communauté. C'est- Mhm. Être canadien, c'est une communauté. Mhm. Ouais. Et avoir une Ferrari, c'est faire partie d'une communauté. Il y a tout un club derrière. Mhm. Et quand je suis retournée en Belgique, là, quand j'ai été, parce que pour moi, retourner, c'est plutôt Dubaï. Donc, quand j'ai été en Belgique pour les fêtes de fin d'année, il y a un gars qui m'a dit tu sais, mon premier achat, c'était une Ferrari, pour une seule raison, être dans le club Ferrari. Ils vendent des œuvres d'art. Et il m'a dit là, j'ai commencé à faire du vrai business Mhm. parce qu'en fait, j'ai eu mon client idéal devant moi. Ouais, Mhm. c'est Tout incroyable. le temps. Et ils m'ont Ouais. acheté des œuvres d'art, ils ont parlé à leurs amis qui m'ont acheté des œuvres d'art, Mhm. etc., etc. Mhm. Alors, ça ne devient plus une dépense, Mhm. ça devient Ça un investissement. Ouais. Tout à fait. Tu vois Ouais. Mais là, on n'a pas le budget Ferrari pour le moment. Ouais. Bah, ça va arriver, écoute. Je pense Ça que va tu vas passer arriver. très très Ouais. fort. Mais donc, la discussion avec mon fils, Ouais. c'est qu'il me dit maman, on n'achèterait pas une Ferrari, tu vas dans le club Ferrari, tu vends des appartements plus chers à Dubaï ou plus d'investissements, tes clients ont plus de budget, tu touches plus de com, tu vas gagner encore plus. C'est dingue, il pense déjà tout ça à 3 ans, à 13 ans, excuse-moi. Ah, bah, je l'ai éduqué comme C'est ça. super. Ouais. c'est Donc, super. je lui dis ok, Ferrari, à mon avis, il faut 3 ans pour y arriver. Mhm. On calcule, on fait ça sur une grande feuille, etc. Mhm. Et donc, finalement, on a acheté une Jacu. Alors, Ok. Jacu, c'est une marque chinoise Ouais, ouais. qui a beaucoup d'avantages, 0% d'intérêt, 1 million de kilomètres garantis pour le moteur, Ouais. l'entretien gratuit pendant 4 ans. Un truc, pas de Ok. cassage de tête, quoi. C'est Mais super. je me suis dit, on va pas brûler notre cash. Mhm. Ce cash-là, on le place, il est placé, on n'y touche pas, Mhm. on touche pas à notre capital. Et donc, le cash qu'on avait prévu pour s'installer, ok, on prend dans ce cash pour la voiture. Mhm. Et on prend d'abord une Jacu parce que financièrement, raisonnablement, c'est le meilleur achat. Tout à fait, tout à fait. Et c'est très bien, c'est la copie de la Volvo. Mhm. Donc voilà, c'est Mhm. c'est top. Et entre-temps, moi, je trouve ça très bien. Enfin, Mais tu peux très bien. voilà, on va tant pas que tu te dépenser de déplaces. l'argent Ouais. qui est au-dessus de nos moyens, en Mhm. fait. Ouais. Est-ce que, en fait, et pour. Enfin, moi, j'adore comment tu le réfléchis, surtout que tu le fasses avec ton fils. Pour moi, c'est inspirant. Et avec mon frère, en fait, on a un peu la même façon de penser, mais on a une phrase qu'on se répète tout le temps. Et on veut toujours, dans tout ce qu'on fait dans la vie, même avec notre argent, faire la différence entre ce qu'on veut maintenant et ce qu'on veut vraiment. On est toujours en train de se poser cette question-là. Donc, ce qu'on veut maintenant, c'est en effet une belle voiture, voilà, beau lifestyle, avoir tout un ça. beau lifestyle, tout ça, vivre Dubaï à fond et tout ça. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est une liberté financière, c'est bâtir finalement quelque chose d'extrêmement solide, quelque chose qui inspire les gens. Donc, pour faire ça, il faut investir, il faut mettre son argent, il faut le faire travailler. Et c'est éventuellement aussi ce sur quoi on va parler. Mais toutes j'espère que tout le monde, en fait, derrière la caméra, pourra retenir un peu chacune de nos techniques pour les appliquer derrière chez eux, quoi. Il y a un Belge qui a beaucoup travaillé au Luxembourg, qui s'appelle Grégory Guillemin, qui écrit des livres sur l'éducation financière pour les enfants. Mm. Je lui fais un coucou par l'intermédiaire du podcast. Mais je vous invite vraiment à prendre les livres et à les parcourir avec vos enfants. Mm.
Parce qu'en fait, c'est ça qui va faire qu'ils vont être éduqués financièrement, c'est de partager cette connaissance ou de la découvrir si vous ne l'avez pas avec eux. Moi, je dis souvent à mon fils, c'est pas mon argent, c'est notre argent. Non, c'est top ça. Donc, si tu veux absolument un truc qui est hors de prix, c'est notre argent que tu dépenses. C'est pas mon argent. Et ça le fait beaucoup plus réfléchir que dire « Ah, c'est l'argent de maman, on s'en fout. C'est comme l'argent de poche. » quoi. Si c'est son argent de poche, il va y réfléchir à 2 fois. Ah, c'est super de le voir comme ça. Et puis, je pense que c'est ça le gros problème des systèmes un peu plus occidentaux, c'est qu'il n'y a pas cette éducation financière, finalement, à l'école. C'est extrêmement tabou. Et puis, ça limite énormément les gens dans leur façon de penser, dans les conversations qu'ils peuvent avoir. Et puis, c'est ce qui fait en sorte, finalement, que quand on a des conversations avec des gens qui sont sur Dubaï versus d'autres personnes qui ne le sont pas, on est sur 2 mondes complètement différents. Donc, c'est extrêmement dommage par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant. Et puis, moi, j'aimerais savoir un petit peu... oui, les investissements boursiers, donc je comprends comment tu es allé vers tout ça. Tu me parles finalement de montage pour des individus à valeur nette plus élevée, les riches, tout ça. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette curiosité par rapport à ce qu'ils font? J'imagine tout à fait, c'est le succès qu'ils peuvent avoir et c'est de toi un jour être à leur place, quoique je trouve que tu t'en sors quand même très très bien, mais si tu peux m'expliquer un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à être aussi curieuse de tout ça? Ouais, il faudra qu'on parle du divorce d'ailleurs, parce que je pense que sans le divorce, j'y serais déjà. Mais bon, il se trouve que moi, j'ai jamais eu de tabou à parler du divorce, et donc j'ai pas mal de gens aussi qui m'appellent et qui me racontent leurs histoires. Je voudrais juste leur dire que c'est vraiment possible de s'en sortir. Comme j'ai dit, tout est possible. On en reparlera. Donc, cette étape pour mettre en place votre machine à cash. Alors, tout d'abord, c'est pas moi qui ai inventé cette méthode. Enfin, peut-être c'est moi qui l'ai agencée comme les fleurs dans un bouquet. Voilà. Mais Lace n'y est pas pour rien, vu qu'il m'a soufflé quelques-unes de ces étapes. Et puis aussi un autre entrepreneur en France que j'adore, qui s'appelle Victor Lora, Lora, qui a fait un livre à succès qui est La retraite à 40 ans. Alors pour moi, c'est déjà over. Mais de nouveau, c'est possible. Et puis aussi, je suis vraiment très gourmande. Moi, j'aime bien avoir un style de vie confort. Pour moi, le style de vie confort, c'est faire que des choses que j'aime. Donc, par exemple, faire ce podcast, m'occuper de mes clients, m'occuper de mon fils, avoir des moments avec mes amis. Pour moi, ça, c'est des choses que j'aime, mettre des gens en relation, parler investissement. J'adore faire des tâches ménagères. J'aime pas ranger, je déteste. Faire de l'administratif, encore plus. Faire à manger, je sais pas, 1 fois par mois, ça me va, mais pas plus. Donc, pour moi, c'est ça la vraie richesse, c'est faire ce qu'on aime. Allez, ça y est, cette étape. Donc, la première étape, c'est la plus cruciale, croyez-moi. C'est trouver un job qui vous passionne. Pourquoi ? Parce que vous n'aurez pas l'impression de travailler. Donc, même sous la douche, comme moi, comme vous, je suis sûre, parce que vous êtes passionné. On est mordus de la finance, ça c'est sûr. C'est sous la douche penser « Ah, ce client, il m'a dit ça. » Et puis « Ah oui, on va lui proposer ça. » C'est ça, un job qui vous passionne, vous allez gagner du temps. Que ce soit facile de se réveiller le matin pour aller bosser. Quoi. Le temps, contrairement à l'argent, tu peux pas le mettre sur un compte en banque, tu peux pas avoir des intérêts, tu peux pas le récupérer. Mon ami qui est décédé en avril 2025 me l'a prouvé. Donc, vous allez gagner du temps. Mais vous allez aussi gagner de l'argent. Parce que plus vous aimez votre job, et plus vous allez être bien rémunéré, parce que vous allez être un expert, parce que votre boss va voir que vous êtes super passionné, que vous lui posez des questions intelligentes, que vous évoluez dans la boîte, que vous prenez des responsabilités, que vous amenez des affaires, donc vous allez avoir des commissions. Donc, top. Deuxième étape, c'est mettre un maximum de côté. Le max, je pense, quelque chose de bien, c'est 50%. Et pour moi, ça, en Europe, c'est très compliqué de pouvoir mettre 50% de côté avec tous les impôts. Il faut savoir qu'en Belgique, tu es taxé minimum à 53%. Et moi, avec la maison que j'avais, dans laquelle j'habitais, avec mon activité d'indépendant, j'avais calculé, j'étais taxée à 75%, 75%. Donc, mettre de côté après 50%, ça rend quand même la tâche plus difficile. On est d'accord. Donc, mettre de côté 50%. Ensuite, suivre vos digits. Qu'est-ce qui rentre par mois ? Qu'est-ce qui sort par mois ? Qu'est-ce que je mets de côté ? Les 3 chiffres. Après, ces 50%, vous les mettez dans un portefeuille boursier. Soit vous déléguez à des entreprises comme celle pour laquelle vous travaillez,
soit vous le faites vous-même, mais je vous conseille plutôt de déléguer si vraiment c'est pas votre appétence de gérer ça et que vous n'avez pas le temps. Donc, des choses simples, la bourse, les crypto-monnaies. De toute façon, votre conseiller, il verra votre appétence au risque et il vous dira, soit comme moi à 18 ans, vous mettez dans Apple, dans le S&P 500, des choses qui sont vraiment de l'or, des choses conservatrices, soit il vous proposera des choses plus risquées. Ensuite, c'est de faire un crédit lombard. C'est-à-dire que vous allez mettre ce portefeuille en hypothèque. Et donc, votre banquier va vous proposer de vous prêter 60, 70, 80% de ce portefeuille. Donc, si vous avez 100 000 euros, il vous prêtera 80 000, imaginons. Et avec cet argent-là, vous allez pouvoir acheter de l'immobilier. Pas pour y vivre, mais pour le mettre en location. Tout à fait. Ou en colocation, ou un studio pour les étudiants, ou peu importe. C'est extrêmement important qu'en fait cet immobilier ait un rendement, un revenu. Parce que quand on prend un collatéral sur un crédit lombard, on paye. En fait, il y a un intérêt pour la banque de faire ça. Et cet intérêt, il va varier en fonction de la banque avec qui on fait affaire. Mais on veut que le rendement de l'immobilier soit plus pertinent que l'intérêt qu'on doit payer sur le collatéral qu'on a pris avec la banque. C'est super important. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut aussi travailler avec des gens qui, eux, sont des vrais professionnels, qui sont plus doués que vous là-dedans, parce qu'ils vont pouvoir vous dire, attention, ça, c'est peut-être pas bon, parce que justement, l'intérêt est trop faible par rapport à celui de l'emprunt, etc. Donc, trouvez un appart, une villa, un studio qui va vous faire des petits, qui va faire de l'argent des petits. Et avec ces petits, en fait, vous avez un revenu en plus. Vous avez un deuxième revenu. Et là, la banque vous reprêtera pour racheter un immobilier. Et en fait, là, vous avez dupliqué votre argent. Tout à fait. Donc, je refais juste un petit récap. Donc, premièrement, un job qui vous passionne. Comme ça, vous générez plus de revenus. Deuxièmement, mettre de côté 50%, c'est bien. Enfin, c'est génial, si vous pouvez. Ensuite, troisièmement, suivre vos digits. Qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce que je mets de côté. Quatrièmement, votre portefeuille en bourse, même 50 € par mois. Vous pouvez commencer avec n'importe quel budget, bourse, portefeuille, crypto. Quatrièmement, faire un crédit lombard. Cinquièmement, acheter un bien immobilier qui vous rapporte, pas dans lequel vous vivez, mais que vous mettez en location. Et ensuite, faire un autre emprunt pour acheter un autre IMO. C'est super que tu parles de ça parce que c'est exactement ce qu'on a mis en place en fait avec Neyel. C'est exactement comme ça qu'on a déployé en fait un capital sur un appartement sur Abu Dhabi dont on a visité ensemble. C'était très très chouette. Mais en fait, ce qu'il faut aussi que tout le monde comprenne bien à la maison, c'est que c'est des stratégies qui comportent un certain risque et c'est extrêmement important pour vous de vous éduquer financièrement, de vous faire épauler par les bonnes personnes avant de déployer ce genre de stratégie. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut avoir un capital déjà assez conséquent pour pouvoir avoir accès à ces stratégies. Après, nous, on est dans le game, si je peux me permettre. On est capable d'aller chercher des partenaires qui peuvent accepter des portefeuilles un peu moins volumineux. Mais ce que Florence, en fait, est en train d'expliquer, c'est vraiment les stratégies que les high net worth, ultra high net worth viennent mettre en place sur Dubaï et déploient pour vraiment générer un maximum, finalement, de capital. Ce que ça fait surtout, le gros avantage, et on est passé à côté, c'est que mettre en fait son portefeuille en garantie, ça permet de déployer du cash super rapidement. On n'a pas besoin d'aller voir une banque, leur demander quelle est notre capacité d'emprunt avec vous et tout ça. On a un portefeuille en collatéral, on va chercher 70% de ce portefeuille, on peut le déployer en cash super rapidement. Et comme on sait qu'ici, les opportunités, elles se font tout en cash à Dubaï, c'est un marché qui est extrêmement liquide, tout se fait super rapidement. Et il faut finalement garder en tête que c'est pour ça que le lombard, il est extrêmement utilisé aussi par les gens qui sont extrêmement bien nantis et qui mettent en place ces stratégies. C'est pour déployer du capital rapidement. Effectivement, parce que, pardon, je te coupe, à Dubaï, on dit beaucoup, parce qu'il n'y a pas de tabou sur l'argent, on dit beaucoup « cash is king ». Et justement, hier, là, je chasse les opportunités pour un client. Et il se trouve que s'il paye en cash, le bien immobilier, il a 18% de réduction. Wow. Donc, ça veut dire qu'il a déjà fait une bonne opération à l'achat de son bien immobilier, mais seulement s'il le paye en cash. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller faire un emprunt, etc., etc. Donc, il ne faut pas immobiliser votre cash
dans un bien immobilier et puis après, vos 300 000 euros, votre million d'euros, vos X millions d'euros sont dans un bien immobilier, vous pouvez plus les sortir. Ni d'ailleurs dans un portefeuille. Mais dans le portefeuille, si vous le mettez en garantie, vous dupliquez ce cash. C'est ça qui est génial avec cette opération. Tout à fait, tout à fait. Et puis en effet, c'est génial. Après, pour être franc, ça fait 5 ans qu'on est dans le système financier, on a révisé ce montage de tous les côtés avec mon frère. Ce qu'il faut vraiment, vraiment garder en tête, c'est d'aller chercher aussi un portefeuille qui correspond au degré de risque que vous voulez et que vous êtes capable aussi d'avoir dans votre situation financière globale. Donc c'est important quand même de bien le faire. C'est des montages qui sont techniques et avec lesquels on peut éventuellement aider. Mais voilà, on ne peut pas, par exemple, prendre un bitcoin en collatéral, où pour moi, je trouverais que c'est un peu... c'est très, très risqué comme stratégie, parce qu'on a déjà vu des baisses de 40% ou de 50% sur le bitcoin. Et en fait, les banques, elles sont gagnantes aussi, elles se protègent, parce que si le portefeuille baisse trop, on tombe dans ce qu'on appelle un appel de marge. Et cet appel de marge va faire en sorte, finalement, que si, par exemple, on met 100 000, que le portefeuille baisse de 20%, on est à 80 000, et qu'on a emprunté 80% du montant, après ça, il faut aller soit vendre des actifs, chose qu'on veut éviter quand le marché est en baisse, on va acheter plus, ou il faut remettre de l'argent finalement dans la stratégie, dans le lombard. C'est pour ça qu'il faut bien se faire conseiller et que même il faut demander l'avis de plusieurs conseillers pour vraiment apprendre de l'expérience des autres aussi. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et la meilleure chose finalement, c'est surtout de ne jamais tirer 100% de son lombard. Si on a accès à 70% de 100 000, la bonne chose à faire, c'est de ne pas tirer le 70% en entier, garder finalement ce filet de sécurité pour éviter c'est exactement les appels de marge. Ce qu'on a fait. Et d'ailleurs, oui, ça peut être risqué de faire un lombard sur du Bitcoin, mais à la fin de la journée, dépendamment le montant que tu as, si tu vas chercher 35%, alors là, il faut quand même une baisse de 65% avant que tu aies un appel de marge. Donc évidemment, ça prend des montants conséquents. Si tu as 100 000 et que tu vas chercher seulement 35%, tu te retrouves pas avec une somme conséquente, mais une fois que tu as des bons montants, évidemment, ça devient très intéressant. Oui, tout à fait. Et en fait, ce que j'aime beaucoup chez toi, Florence, je vais te le dire, c'est que tu es extrêmement curieuse. Et je relis ma note, là, mais tu as gagné quand même le rallye de la bourse des Échos. Tu peux nous expliquer le concept dans une minute. Mais en fait, juste ça pourrait te donner finalement la confiance et la notoriété pour mettre en place ce genre de stratégie par toi-même, toute seule. Mais finalement, tu viens encore vers nous, vers plusieurs de autres collègues où je suis sûr qui sont dans le même domaine que moi, poser des questions, t'assurer que tu fais la bonne chose. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette approche. Et puis je pense que tout le monde en fait devrait avoir cette certaine approche au niveau de ses finances où il faut challenger, il faut confirmer. Et puis finalement, Florence aussi, ce qu'elle fait très bien, c'est qu'elle passe à l'action. C'est que c'est bien beau avoir 10 opinions. Hein. Voilà, exactement. Ouais. Il y avait une étude, alors je suis incapable de dire qui l'avait réalisée, mais je suis sûre que si vous la googlez, vous la trouverez, qui dit que en fait, le QI du groupe est toujours plus élevé que le plus gros QI individuel. Ah ouais. Donc imaginons, les gars, si le plus gros QI du groupe, c'est moi. C'est sans doute le cas. Et que je suis à 130, le QI du groupe sera de 140. Donc tu as toujours intérêt à demander l'avis de quelqu'un d'autre. Ça se trouve, il te donne un mauvais conseil ou il te donne un avis qui percute pas, mais avec un avis supplémentaire ailleurs ou sous ta douche le matin, il y a une autre idée qui va te venir. Tout à fait. C'est clair. C'est de la récolte d'infos, en fait. C'est clair. Ouais. Et puis, pour les gens qui nous écoutent, qui vont peut-être débuter en investissement aussi, qui s'y connaissent vraiment très, très peu, est-ce qu'il y a des erreurs que tu dirais qu'il ne faut absolument pas faire quand on débute en investissement? La première, c'est de laisser son argent sur un compte en banque. Ouais. Un compte en banque classique. Ouais. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de très simple, justement, qu'il faut apprendre à vos enfants, c'est l'inflation. C'est-à-dire que le coût d'un pain dans les années 50 n'est plus le coût d'un pain aujourd'hui. Tout à fait. Je répète cette phrase, mais tous les jours avec tous mes clients et dans toutes les vidéos finalement qu'il y a sur la chaîne aussi, constamment inflation. Mais oui, c'est un concept super important et que les gens oublient. Moi, j'adore dire ça à mon fils, c'est que le cinéma, quand j'étais plus jeune, je ne suis pas encore jeune, quand j'étais plus jeune, ça coûtait 100 francs belges. 100 francs belges, c'est 2,5 €. Aujourd'hui, le cinéma, c'est 10 €. Et encore si ce n'est pas en 3D, quoi. Ouais. Ou 4D avec le siège qui bouge. Ouais. Donc, je lui dis, t'as vu, c'est plus le même prix, le ticket de cinéma. Ah ouais, maman, t'es vieille, nanana. Je dis, non, mais en fait, ça illustre l'inflation. Ouais. Donc, si tu gardes ton argent sur un compte, il faut savoir que la banque
elle doit payer cette inflation, elle doit payer aussi ses employés, son software, etc., toutes ses protections anti-blanchiment, know your client. Et donc, ton argent, il va diminuer. Tes 100 000 euros, l'année d'après, ça vaut 97 000. Ouais. Qui peut se permettre ça, quoi? Qui peut se permettre ça? Et je peux vous dire que, on va parler des femmes aussi, que j'ai beaucoup d'amis qui laissent leur argent sur leur compte en banque. Ouais. Moi, je leur dis, à la fin de chaque année, je leur dis, alors, ça te fait quoi d'avoir perdu 3 000 euros cette année? Ouais. Ils me font, mais non. Je dis, bah si, renseigne-toi. Pose même la question à ton banquier. Ouais. En fait, tu as perdu 3 000 euros. Ouais. C'est énorme, ça fait un peu moins de 300 euros par mois. Ouais. Puis sur 10 ans, c'est Justement, 30 000. on disait donc, épargner. ouais. On disait épargner, donc dépenser moins. Donc, laisser son argent sur un compte en banque, c'est la pire erreur. Tout à fait, tout à fait. clair. Et donc justement, enfin, on peut rebondir là-dessus, mais tu parles de toi qui donc a cette expérience en tant que femme, qui fait des investissements et tout ça. C'est vrai que c'est un domaine où on voit beaucoup plus souvent des hommes. Qu'est-ce qui fait en sorte que toi tu t'es retrouvé, enfin non, ça on le sait, mais pourquoi tu penses que les femmes sont moins apportées à aller vers l'investissement? Et puis voilà, je me demande, elle est où la grande différence? Enfin, tout le monde a accès à boursicoter sur son téléphone. Pourquoi les femmes le font pas un peu plus? Je pense que la grande différence, elle est culturelle. En tout cas, les femmes, pas toutes, hein, de nouveau, c'est un stéréotype, mais de ma génération, de mon pays, c'est-à-dire la Belgique, j'ai remarqué qu'en général, de nouveau, pas toutes, voulaient prendre moins de risques. Quand j'ai lancé ma boîte de marketing il y a plus de 10 ans, j'ai proposé aux employés, parce que j'ai eu jusqu'à 6 employés, de devenir actionnaires. Il n'y avait que des femmes dans ma boîte. Il n'y en a aucune qui avait un intérêt pour ça. Mais C'est 0 sur 6, quoi. Ah ouais. Tu vois, toutes m'ont dit non, moi je préfère être employée, d'ailleurs j'aimerais bien une voiture, j'aimerais bien que tu m'augmentes. Mais aucune n'était prête à prendre un risque alors qu'on était en pleine croissance pour devenir actionnaire et vraiment avoir quelque chose. Donc je pense qu'il y a une question d'éducation. Ok. Moi, mon grand-père, pas celui-là l'autre, qui était chirurgien, m'avait dit « Florence, tu dois te focaliser sur trouver un bon mari ». Aujourd'hui, je pense que le discours vis-à-vis des jeunes femmes, il a complètement Ouais, changé. c'est sûr. Aujourd'hui, ça va être épanouis-toi, trouve un job que tu aimes, fais-toi des bons amis, stimule ton cerveau. Avant, c'était dépêche-toi parce qu'après, tout le monde va être marié et tu seras la seule femme seule et tu n'auras pas d'enfants. Et c'était comme ça à mon époque. Donc, je pense qu'on a été éduqués différemment. Je crois que ça change. Ah, c'est sûr. Et donc, je pense que les femmes, en tout cas, de nouveau, c'est un stéréotype, se focaliser plus sur le foyer, construire quelque chose comme la famille, plutôt que prendre soin de son argent. Moi, j'ai été estomaquée. J'aime bien aller au ski. J'ai été au ski il y a 2 ans. Et dans mon groupe de ski avec les autres adultes, on avait été luncher, puis alors chacun devait rembourser 25 € pour le lunch. Et moi, il se trouve que j'avais oublié ma carte et donc je devais rembourser. Et je dis à une des femmes à qui je devais rembourser, je dis tiens, tu peux me filer ton numéro de compte, comme ça je te rembourse direct les 25 €. Et elle me dit je le connais pas. Je dis pardon, si t'as pas ton numéro de compte. Ah non, c'est un compte commun avec mon mari, c'est lui qui gère. Je lui disais, et ça pour moi, c'est pas être au lit de son temps, de son argent et de ses émotions, quoi. Je lui dis donc attends, donc si un jour vous divorcez, ce que je ne leur souhaite pas, ils avaient l'air très heureux en couple et tant mieux. Mais pour moi, ça, c'est pas se protéger. Parce que si un jour il y a un problème, il suffit qu'il vide le compte, il n'y a plus rien. Non, c'est extrêmement important. Et récupérer de l'argent, c'est très compliqué. Donc pour moi, quand même, avoir un compte en banque à soi ou partager, mais connaître l'IBAN et le BIC de son compte en banque, c'est quand même capital. Donc c'est vrai qu'il y a même des femmes, c'était une Française, qui ne connaissent même pas le numéro de compte en banque commun, c'est du fou. compte commun, qui versent directement leur compte. Et autant, je pense qu'on peut blâmer les femmes, mais on peut aussi blâmer l'homme un peu là-dedans. Et puis, moi, j'ai une copine et tout ça. Tout se fait à deux. Hein. Tout se fait à deux. Il n'y a jamais un bourreau et une victime, c'est deux responsables. Hein. Exactement. Donc c'est important même à l'homme d'éduquer sa femme au niveau financier et tout ça. Nous, on l'a vu avec notre mère qui gère en fait tout le côté immobilier. Tout le côté immobilier, c'est maman. Nous, papa, oui, il confirme derrière et tout ça. Mais maman, c'est vraiment elle, finalement, qui fait les recherches, qui monte les tableaux Excel, à Abu Dhabi, c'est elle qui nous a envoyé, finalement, le tableau et tout ça. Donc voilà, je pense que, oui, la femme, faut qu'elle aide de l'avant avec ce genre de choses, mais il faut aussi que l'homme encourage. C'est une équipe. Voilà, c'est une équipe, c'est pas l'un fait tout et l'autre fait rien.
comme dans ce couple-là où monsieur gérait tout l'argent et madame était même pas au courant, Mhm. c'est s'impliquer les uns les autres. Même si c'est, l'un fait les tableaux Excel, les relevés de chaque mois et les décomptes, et puis l'autre est plutôt focalisé sur les investissements, Mhm. super, c'est ça forme une bonne équipe. Mhm. Non, c'est Ça nous amène au sujet du divorce. Ouais. Au sujet du divorce, ouais. Parce que toi, en fait, pas comment tu l'as vécu, mais tu t'étais préparé déjà en amont ou il y a des choses que tu aurais pu faire beaucoup mieux? Qu'est-ce que tu as appris, en fait, de ce divorce, du coup? Justement, une de mes grandes erreurs, on parlait des grandes erreurs, c'est de ne pas m'être protégée. Mhm. C'est que, évidemment, quand vous vous mariez, vous êtes tout feu, tout flamme. Il y a toutes ces hormones, ocytocine, endorphine, sérotonine qui arrivent et qui font que vous êtes aveuglé. Mhm. Et j'ai eu un divorce assez brutal. Et un terme que j'aime bien, c'est que tu as les violences physiques. Moi, j'en ai pas subi, Mhm. mais j'ai subi des violences financières. Mhm. Mhm. Ça existe et on en parle très peu. Mhm. Tout le monde n'est pas gentil. Mhm. Il y a une légende amérindienne avec un crapaud et un lézard. Et en fait, le crapaud, il est toujours crapaud. Et le lézard, il est toujours lézard. Tu ne fais pas d'un chat un chien et tu ne fais pas d'un chien un chat. Mhm. Point à la ligne. Mhm. Et donc, quand une personne n'est pas honnête, tu ne peux pas la rendre honnête. Mhm. C'est comme ça. Enfin, si elle le souhaite, oui, elle pourra évoluer. Mais toi-même, si c'est hors contrôle, Mhm. il faut que la personne souhaite changer. Et moi, je me suis mariée. On a acheté un bien immobilier à 2. Et il se trouve que c'était la maison de mes grands-parents. Mhm. Donc, moi, avec mon économie, mais aussi avec la part de ma mère et de ma grand-mère, j'avais la moitié de la maison. Et lui avait l'autre moitié, pour simplifier. Et lui, il devait faire un emprunt. Il se trouve qu'on a divorcé rapidement. Les disputes ont éclaté. Il est parti au bout de 6 mois qu'on est emménagé dans cette maison. Il n'avait payé aucune mensualité de son emprunt. Oula. Aucune. Donc, je me suis retrouvée seule avec un enfant de 18 mois, en apprenant qu'aucune mensualité n'avait été remboursée. Donc, que déjà, il y avait un arriéré, des pénalités, Mhm. et que j'allais me retrouver sur liste rouge si jamais je ne remboursais pas. Et avec un ex-mari qui me disait « Je ne rembourserai pas. Mhm. Je ne paierai plus. Pourquoi je paierais dans une maison dans laquelle tu vas vivre ?» Donc moi, j'étais complètement décontenancée. En plus, avec mon fils, Jules, qui faisait pas vraiment ses nuits. Oui, mais bon, certaines nuits, il est malade, il fait ses dents, il a envie de venir te voir dans ton lit. C'était très, très, très compliqué pour moi, physiquement et émotionnellement. Mhm. Donc j'ai aligné 3 jobs à ce moment-là. Chapeau. Il y a des après-midi où j'appelais ma mère le week-end et où je lui disais « Tu t'occupes de Jules 2 heures et moi je vais faire une sieste. » À mon avis, je rêvais d'une sieste de 2 semaines. Parce que j'étais sur les rotules, en fait. Mhm. J'ai dû payer son emprunt hypothécaire. J'ai dû payer un loyer mensuel parce que si tu vis dans un bien qui appartient de moitié à quelqu'un d'autre, tu lui dois un loyer. Tu lui dois une compensation parce que tu immobilises son cash alors qu'il n'avait pas mis de cash. Ouais, J'ai quand même dû le payer. c'est ouf. Donc j'ai dû payer une double peine. Et en plus de ça, je ne pouvais pas vendre la maison parce qu'il était toujours dans l'acte. Il était toujours dans l'acte de propriété. Mhm. Donc j'ai dû faire des pieds et des mains pour le sortir de l'acte de propriété. Pendant ce temps-là, il s'était mis en faillite personnelle, professionnelle, comme ça il n'avait plus rien à payer, il a changé de pays. On recommence Moi, à j'ai zéro. aucun tabou. Je le dis, de toute façon, le jugement est rendu, c'est fini, quoi. Ouais. Donc évidemment, j'ai été en justice. Alors je vous raconte pas, j'ai eu 5 avocats différents. Mais j'avais la vision que les choses devaient être justes. Mhm. Je supporte pas l'injustice. Mm. Et donc il fallait que ce soit juste pour mon fils et moi. Mm. Pour l'argent aussi que j'avais mis là-dedans et l'héritage de cette maison familiale. Ouais. Donc il fallait que je gagne, en fait. Il fallait que je gagne. Et j'avais des avocats qui me disaient « Oui, votre ex-mari réclame 200 000 €. Avec ça, vous récupérez la maison. » Je disais « Quoi, 200 000 ? Mais il n'a rien payé. Pourquoi je lui donnerais 200 000 ?» Mhm. Je dis « Non, c'est pas juste. C'est pas juste. Mm. » Donc j'ai été jusqu'au bout. Donc 10 ans de procédure. Waouh. Tribunal du travail, tribunal pénal, familial. Ça m'a donné beaucoup d'input sur le droit. Ok. Ouais. Sur le droit, sur comment fonctionne la justice, les taxes, les montages. Mhm. Et en fait, j'ai gagné.
Au bout de 10 ans, j'ai gagné. Il a été en appel. J'ai regagné. Incroyable. 5 avocats différents. Quoi, il faut pas lâcher, quoi. Faut pas lâcher. T'as rien lâché, puis t'étais convaincu. J'ai rien lâché. J'avais une carte postale que j'avais trouvée dans un magasin où il était mis « You did it ». Tu l'as fait. Et il était dans ma voiture. Et donc, tous les matins, je voyais « You did it ». Pour moi, j'allais le faire, c'était fait. C'est fou parce que la vision. Ça forge ton parcours. Et puis, là, tu me racontes l'histoire. On n'était jamais vraiment allé trop en détail. Mais je comprends aussi la Florence d'aujourd'hui. Pourquoi elle est la Florence d'aujourd'hui? Parce que c'est quelque chose qui a complètement dû changer ta vie. Est-ce que pour toi, quand tu regardes cet événement, c'est quelque chose que tu regrettes? T'as appris? C'est quoi ta relation avec cette phase un petit peu de ta vie? Pour toi, ça a été... Pas de regret, parce que sans cette expérience, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Ouais. Mais j'ai perdu beaucoup d'argent. Ouais. Parce qu'au début, les huissiers venaient chez moi pour des choses qui n'avaient rien à voir avec moi. Ouais. Des choses qui étaient genre sa voiture, son business, mais qui ne payaient plus rien, en fait, vu qu'ils s'étaient mis en insolvabilité. Et donc, moi, je devais les payer, sinon on saisissait la maison, vu qu'il était à 50% dedans. Donc, en fait, c'est comme si vous aviez 500 000 euros immobilisés, et vous alliez jouer au casino sans argent. Vous empruntiez de l'argent pour aller au casino, où vous ne payez plus les traites de votre voiture, et on vient la saisir, on vient saisir votre maison pour quelque chose dans lequel je n'étais pas impliquée. Donc, ça a été vraiment dur, parce que j'étais forcée de payer, en fait. Forcée de payer aussi un loyer à mon ex-mari, qui ne payait même pas son emprunt hypothécaire. J'étais co-garante de l'emprunt hypothécaire. Même si l'emprunt n'était pas à mon nom, j'étais co-garante. Ouais. Et ça a dû complètement un peu changer ta relation à l'argent, non? Qu'est-ce que ça a changé finalement En fait, il y a un psy, parce que une chose que je t'ai pas dite, c'est que je suis aussi diplômée de psychanalyse. Ah ouais? Ouais. Donc j'ai fait ma psychanalyse, puis ça m'a tellement passionnée que je me suis dit, je vais étudier. D'où pourquoi tu es aussi bonne avec le marketing. Voilà. Ouais, top. Et donc, en fait, le psychanalyste de l'époque m'avait dit « Vous vous êtes porté responsable pour un irresponsable ». Et ça, je l'ai retenu toute ma vie. Et j'ai encore fait des petites erreurs là-dessus. Parfois, il faut 3 erreurs pour retenir. Ouais. Mais en fait, c'est ça le truc. Si vous ne vous engagez pas avec quelqu'un qui est responsable, que ce soit pour votre couple, pour votre business... comme vous, vous vous entendez super bien aussi dans le boulot, parce que vous savez que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Que si l'autre dit un truc, il va le faire, il va aller au bout, ou qu'il va dire s'il a fait une erreur, et que vous allez travailler ensemble pour résoudre les problèmes, résoudre les erreurs. Si tu as affaire à un irresponsable, il fait des erreurs, il te le dit pas. Il dépense de l'argent que tu n'as pas. Et après, il te laisse tomber, quoi. Ouais. Donc ça a été très dur. Et du coup, tu t'es relevé, tu as acheté un bien immobilier ici. De ce que j'ai compris, c'était avec la vente finalement de cette maison. Une partie, ouais. Donc ça, c'est super. Et puis j'aimerais Félicitations, qu'on parle... je savais pas. Ouais, c'est super. En plus, à Dubai Creek. Donc c'est vraiment un bel endroit pour faire des investissements. Je sais que beaucoup se font miroiter un peu les rendements extraordinaires de Dubaï et d'Abu Dhabi. On peut en parler un petit peu finalement, toi, qui est dans l'investissement immobilier. Nous aussi, on connaît... on est dans le game aussi, mais comment tu as vu cette différence entre ce que l'Europe peut apporter en termes de rendement et ce que finalement on peut aller chercher ici comme rendement à Dubaï? Alors, je parlais avec une cliente qui a 400 unités en Belgique, une femme exceptionnelle. Elle me disait qu'en Belgique, si tu as du 3% net, tu sautes au plafond, quoi. De rendement. Donc ça veut dire que elle achète des immeubles, parfois elle les divise, parfois ils sont déjà divisés, elle les fait retaper par son équipe, puis après elle gère avec sa boîte et avec son équipe les locations. Et elle dit du 3%, c'est bien, mais en fait ça ne bat pas toujours l'inflation du 3%. Pas aujourd'hui en tout cas. Pas aujourd'hui. Et pendant le Covid, encore moins. Encore moins. Donc l'inflation, c'est pas chaque année 3% ou 4%. Ouais. Vous vous souvenez, les œufs américains, ils avaient pris 10% en un an après le Covid. C'était quelque chose comme ça. Donc, l'inflation, c'est aléatoire. Donc, elle me disait ça. Et je lui disais, en fait, à Dubaï, pour le moment, donc c'est-à-dire en janvier 2026, si tu achètes un bien, tu peux estimer faire, en étant pessimiste, du 7% de rendement. Net, vu qu'il n'y a pas d'impôt aussi. Donc, ça veut dire que quand tu l'as acheté, si tu n'as pas fait une super bonne affaire, comme je vous parlais du client pour lequel je cherchais, et on avait déjà 18% de réduction,
Donc, tu peux avoir des super bons pourcentages comme ça en off-market ou en passant par un agent que tu connais bien et qui va d'abord te tenir au courant des super bons deals qui arrivent sur le marché avant de les mettre publiquement sur des plateformes. Ouais. Donc, si tu l'achètes normalement et que tu le mets en location, tu regardes les locations du quartier, équivalentes au nombre mètres carrés et au standing, du 7%, c'est vraiment En général, c'est vrai que c'est ce que j'ai vu raisonnable. aussi. Ouais. À la baisse, si tu as vraiment fait un mauvais achat et que tu es dans un mauvais quartier qui est déjà en fait où tout le monde est propriétaire et où personne n'a envie de louer, du 4%. Mhm. Et si tu fais vraiment ton bon deal, tu peux être à du 12. Ouais, exactement. Ouais. Donc je dirais du 7 pour être dans la moyenne, pour pas vous... Ouais. Moi, je préfère toujours under-promised, over-deliver. T'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison. Et alors, mon fils, en plus, il s'en sert trop bien parce qu'il est très doué dans le sport. Et donc, à l'école, il avait dit « Ah oui, ça, je vais te le faire en 10 minutes. » Mais en fait, il savait qu'il pouvait le faire en 8. Puis il a dit « Maman, j'ai un peu menti au début. C'était pour qu'après, ils disent « Waouh, t'as super performé. » Ah, c'est super. Et du coup, parce que c'est encore une question qui revient souvent, mais il faut acheter avec un Émirati pour avoir la propriété ici. Comment ça fonctionne, toi qui es dans le milieu de l'immobilier? Comment on peut devenir propriétaire d'un bien immobilier à Dubaï? Ça a complètement changé à Abu Dhabi aussi. Donc, en fait, tu as des endroits qui sont en freehold. Donc, ça veut dire 100% pleine propriété. Donc, tu n'es pas en leasehold. Donc, ça veut dire qu'il ne t'appartient pas seulement pour 100 ans ou seulement si tu achètes avec un Émirati. Ouais. Il t'appartient pleine propriété pour toujours. Ouais. Donc, ça a changé depuis le Covid. Parce qu'évidemment, ils se sont rendus compte que c'était compliqué, que ça mettait des barrières pour les expats fortunés qui bougent leur fortune de l'Europe à ici. C'est aussi pas facile pour la confiance d'acheter un bien immobilier avec quelqu'un que tu connais pas, qui est pas de ta famille, qui est pas un ami très proche. Donc, ils ont complètement libéré ça. Et ça a fait exploser Dubaï. Et ça fait exploser Abu Dhabi. C'est clair, c'est clair. Et quand quelqu'un cherche finalement à faire un petit peu son premier investissement ici, ce serait quoi un petit peu les critères de due diligence que tu dirais? Est-ce que c'est l'emplacement, le promoteur en question? C'est quoi un petit peu ce que tu regardes vraiment La première chose, je réfléchis en même temps que je te le dis, pour moi, c'est l'éthique du broker. Donc, l'éthique de l'agent immobilier. Et ça, c'est quelque chose que mon père m'a toujours transmis. C'est la valeur de on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Et il faut que ce soit dans l'intérêt du client, parce que si c'est sur le long terme, ce client-là va t'amener d'autres clients. Comme tu places ton argent et il fait des petits parce que tu touches les intérêts. Il vaut mieux faire une vente bof, mais après il t'amène un pote et tu as une vente waouh, plutôt que la vente waouh, mais après il a dit du mal de toi à tous ses potes. Et tu deviens l'agent que tout le monde déteste et ne veut plus fréquenter, quoi. Donc un bon agent qui a de l'éthique, qui va te dire, là, on a une belle réduction, regardez les 3 biens aux alentours, ils sont au-dessus de ce prix-là, donc c'est vraiment un bon bien. Si vous le mettez en Airbnb, ça va vous rapporter autant. Si vous le mettez en location, si vous y vivez. Et qui va même parfois dire, n'achetez pas tout de suite, mettez votre argent dans un portefeuille comme chez vous, et attendez que le marché soit meilleur. C'est ce que tu m'avais raconté une histoire par rapport à ton père là-dessus. Si tu veux peut-être la raconter, moi j'ai adoré cette histoire. Donc en fait, j'étais même pas au courant, mais un jour à un dîner, il y a un pote qui me dit « Ah, mais tu sais que ton père est venu visiter un de mes appartements et il m'a dit Monsieur, surtout ne le vendez pas, pourquoi vous voulez le vendre ?» Puis mon pote, il a dit pour avoir du cash et réinvestir ou je sais plus trop quoi. Puis je dis, mais non, mais c'est une idiotie. Changez juste le parquet, là, c'est du faux parquet, c'est du laminé, c'est pas beau, ça fait pas très classe, monsieur. Faut le changer, vous mettez un truc semi-massif, vous pourrez le louer plus cher. Et surtout, vous êtes dans un bon quartier, donc adressez-vous aux communautés européennes. Eux, souvent, ils payent les appartements pour les expats qui viennent à Bruxelles pour la Commission européenne. Et ils tergiversent pas sur le prix du loyer, quoi. Donc là, il s'est dit, cool, ok. Donc il l'a pas vendu et il l'a remis en location plus cher. Il a changé le parquet et il l'a remis en location. Mais évidemment, le coup de pub qu'il a fait pour mon père, vous imaginez Ça, c'est... En fait, ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a pas de prix. C'est inestimable.
Du coup, l'éthique, voilà, super important pour les brokers. Surtout que faut comprendre que Dubaï, c'est très, très transactionnel comme environnement. Surtout au niveau de l'immobilier. Après, le reste, c'est beaucoup, beaucoup de relationnel pour avoir accès à d'autres classes d'investissement, start-up, idées, tout ça. C'est vraiment plus des relationnels. Mais tout ce qui est immobilier, enfin, les pubs, voilà, c'est très, très go. On essaie de faire le maximum de ventes et tout ça. Donc, on essaie vraiment de sortir de ce schéma. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup de ta façon de travailler, Florence. C'est que, voilà, c'est un peu la même chose où nous, on arrive du Québec. La relation humaine, c'est ce qu'il y a de plus important. Et puis, c'est ce qu'on essaie de créer finalement avec tous nos clients. Et puis, c'est aussi ce que tu cherches à faire finalement lorsque tu fais un investissement, lorsque tu veux trouver un investissement immobilier pour un de tes clients. Maintenant que ça c'est dit, toi, au niveau finalement de ce que tu vois de Dubaï, est-ce que finalement il y a des endroits qui correspondraient plus à cette clientèle européenne, canadienne que nous on peut avoir, que tu pourrais avoir, ou que les gens qui nous écoutent pourraient s'approprier? Justement, le bon broker, si c'est pour du résidentiel, va bien conseiller. Parce que lui, il connaît les quartiers. J'ai eu des clients qui m'ont dit « Ah, je suis pas content, j'ai acheté dans un quartier qui ne correspond pas du tout à ma culture. Ouais. J'ai rien contre les Indiens. Ouais. Mais imaginez, si vous arrivez dans un quartier 100% indien et que vous êtes belge, vous parlez pas la langue, vous n'avez pas les mêmes us et coutumes. Voilà, vous êtes dans... Limite, vous vous sentez pas à Dubaï, en fait. Donc, évidemment qu'il faut un quartier européen pour des Belges. Ouais. Voilà, et si vous êtes, je sais pas, russe et que vous adorez être entre Russes, il faut plutôt un quartier où il y a une communauté russe. Ouais, c'est clair. C'est comme ça pour tout le monde. Ouais. On s'expatrie, on n'a pas envie d'être complètement déraciné, quoi. C'est déjà un pas, donc autant garder quand même un environnement aussi dans lequel on se sent plutôt à l'aise, avec des supermarchés aussi qui te livrent les produits que tu aimes, et ce genre de choses, quoi. Tout à fait. Et aujourd'hui, venant du Québec, je suis sûr que c'est la même chose en Belgique, la France, tout ça. Beaucoup de gens ont des préjugés un petit peu sur ici. Qu'est-ce qu'on cherche à casser à travers ces conversations qu'on a ensemble, et que beaucoup de gens qui viennent à Dubaï et qui apprennent à vraiment connaître Dubaï aimeraient casser sur ce que les gens pensent Mais en moi Europe. aussi, je les avais. Ouais. Moi aussi, parce que j'avais déjà réfléchi à Dubaï. À mes 38 ans et demi, j'avais fait une liste et on m'avait dit « Pourquoi t'as pas mis Dubaï dans ta liste ?» Ouais. Je disais « C'est fake, moi je suis quelqu'un d'authentique, j'ai des vraies valeurs, je suis pas un requin. » Et en fait, en venant au mois d'août, j'ai vu quelque chose de complètement différent que ce que je m'étais fait comme idée. Déjà, je vais parler de ce que je connais. Bruxelles a été fait sur des marécages. Et à chaque fois, on me dit « Ouais, c'est du sable, c'est fait sur du sable. » Bruxelles est fait sur des sables mouvants. Dubaï peut être fait sur du sable. Ouais. Ça n'empêche pas que c'est qualitatif, que ça va durer dans le temps, que c'est bien. Les États-Unis, c'est aussi nouveau par rapport à l'Europe. C'est toujours là, c'est toujours bien. L'immobilier se porte toujours très bien. Donc, je vois pas quelle est la différence. Il y a des immobiliers en Belgique qui sont de piètre qualité. Il y en a de piètre qualité ici. On a des super... Et donc, pour moi aussi, c'est que j'imaginais que tout était comme New York. Donc, des grands buildings, 60 étages, t'as pas de verdure et tout. Il faut savoir qu'ils ont construit des montagnes. À Abu Dhabi, là, ils sont aussi en train de construire des montagnes. Ouais. À Dubaï, ils ont construit des forêts. Ils ont construit des immeubles écologiques, avec des serres, avec des potagers collectifs. Ouais. En fait, tout ce que les Européens ou les Canadiens ou d'autres peuvent reprocher à Dubaï, en général, c'est réglé dans l'année. Donc, il y a des plages. Et c'est comme en France, tu peux vivre à Paris, et là, tu es citadin. Tu peux vivre à Versailles, tu es un petit peu en dehors. Mais tu peux vivre à Aix-en-Provence. Hein. Ouais. Tu vois, et vivre en robe. Et, il y a la même chose ici. Et en sandales toute l'année. Hein. Donc, en fait, ici, c'est pareil. Si tu as envie de vivre dans Midtown, génial, voilà, tu es dans la ville. Mais si tu veux vivre à la plage comme moi, tu peux vivre à la plage. C'est vraiment un choix. Maintenant, Dubaï est tellement grand qu'en fait, tu choisis. Puis, tu as des quartiers hyper huppés où tu as l'impression d'être à Saint-Tropez. Et puis d'autres qui sont plus relax, comme le quartier dans lequel je vis. Donc, il y en a pour tous les goûts, en fait. Ouais, c'est extra, en fait. Et aujourd'hui, je pense que toi, tu vas conseiller surtout des gens qui viennent donc de la Suisse, de la Belgique. C'est ton réseau, finalement, qui est sur ces deux... Suisse, Belgique, Luxembourg.
En général, c'est plutôt de la France, c'est plutôt de là d'où viennent mes clients. C'est super, c'est un point qu'on a en commun finalement, parce qu'on s'adresse tous les deux à la francophonie. Si tu peux nous parler un petit peu de voilà, tu as créé beaucoup de réseaux à travers le temps, le club pour les femmes, les gourmands aussi, finalement, dont on fait partie avec Neyel, c'est top. Mais tu peux nous parler un petit peu ce qui t'a amené à mettre tous ces gens en relation, ce qui te motive à le faire, et puis c'est quoi la vision de ces projets finalement? On parlait d'un travail qui vous passionne, la première étape de la machine à cash. Moi, j'ai identifié 3 choses qui me passionnent. Premièrement, c'est faire des réseaux. Donc, c'est networking. Deuxièmement, c'est storytelling. Moi, j'adore les histoires, j'adore raconter des histoires, j'adore écrire. Tu le fais très bien, très Merci. bien. Et troisième chose, c'est million sellings. Moi, j'adore vendre pour des millions. Donc, c'est les 3 choses que je veux toujours retrouver dans ce que je fais. Et donc, la Fédération des gourmands est née comme ça. C'est qu'en fait, j'ai toujours animé des clubs entrepreneuriat au féminin, réseautage. Et donc là, je me suis dit, le point commun dans tous les gens qui viennent me voir, c'est investissement. Ce sont des entrepreneurs, des investisseurs, ils aiment se tenir au courant de l'actualité, ou ils ont envie de devenir investisseurs, entrepreneurs. Donc, créons un club. Et en fait, pourquoi gourmand? Parce que moi, je suis une grosse gourmande de la vie. En général, quand je mange un bon gâteau, j'ai directement envie d'avoir le deuxième. Donc, quand je fais un bon investissement, j'ai envie de passer au deuxième. Et je pense que c'est pareil pour les gens qui rejoignent la Fédération des gourmands. C'est exactement la même chose pour nous. Avec Neyel, on est des grands gourmands de la vie. On veut tout scaler, que ce soit notre argent, que ce soit notre assiette. Voilà, dès qu'on mange bien, on a envie d'en avoir plus. On ne sait pas s'arrêter. Donc, il n'y en a jamais assez. Tu vois, quand l'assiette est terminée, tu racles. Exactement. Donc, non, c'est vraiment top. Et puis voilà, moi, j'aimerais encore une fois beaucoup te remercier, Florence. C'est moi qui vous remercie. C'est vraiment cool. J'ai une petite question pour toi, Florence, parce qu'en fait, j'ai appris aujourd'hui durant le podcast que tu avais un diplôme de psychanalyse, c'est ça? Et hier, tu nous as dit qu'il faut regarder comment la personne mange pour savoir comment elle investit. Du coup, j'aimerais avoir des explications, comprendre un petit peu plus. Ça va plus loin que ça. C'est pour savoir qui elle est. La façon, je trouve, ce qui est le plus parlant et le plus facile, c'est la façon dont la personne marche et la façon dont la personne mange. Quand j'engageais des gens, je disais toujours, OK, on va aller chercher un sandwich ou une salade au coin. Déjà, si la personne marche hyper prudemment, hyper lentement, elle va pas investir en crypto ou tu vas prendre des décisions toute seule dans le boulot ou avoir de l'assertivité. En général, c'est quelqu'un qui va faire valider chaque décision, avoir un peu peur du risque ou même peut-être même pas en parler, tu vois. Si la personne avance d'un pas franc, traverse même avant que toi t'aies traversé, c'est qu'il y a une assertivité qui est plus forte. Aussi le choix. Un jour, j'avais eu une fille que je n'ai pas engagée d'ailleurs. Je pense que choisir le sandwich, à un moment donné, je lui ai dit, bon, qu'est-ce que t'aimes? Parce qu'en fait, elle n'arrivait pas à choisir. Je ne sais pas, j'hésite, le poulet, le poisson. Mais ça prenait trop de temps. En fait, ça devenait exagéré. Et donc, à un moment donné, je lui ai dit, bon, écoute, t'as 3 secondes pour décider, en fait. Je compte jusqu'à 3. Non, parce qu'à un moment donné, je sais pas, il y a le boulot, il y a une réunion, tu peux pas tergiverser autour d'un sandwich. Je veux dire, c'est une petite décision, quoi. C'est pas un truc qui va changer ta vie. Donc, je lui ai dit, je compte jusqu'à 3, et à 3, t'en prends un. Mais il y a énormément beaucoup de personnes dans dans ce flou mental lorsque c'est le moment de prendre une décision, alors que quand c'est le temps de prendre une décision pour un sandwich et qu'il y a ce flou mental, j'imagine même pas quand c'est le moment de faire un investissement. Non, mais et en fait, tu dis que c'est exagéré, mais moi je côtoie des gens tous les jours, ils ont ces dilemmes. Et puis après, il faut les aider, il faut qu'ils prennent la confiance. Je pense que c'est pas juste un problème finalement, de personnalité, mais ça revient encore plus loin. Alors tu sais ce que j'ai remarqué, c'est que là à Dubaï, on est fort aussi dans la relation, donc avec certains clients ou futurs clients, on va facilement luncher ou prendre un café ou quoi. J'ai remarqué que les meilleurs clients, et en fait c'est une habitude même que moi j'ai, c'est qu'en fait ils savent direct ce qu'ils prennent sur la carte. Comme ça, tu gagnes un temps fou, parce que même si tu prends 5 minutes par jour à choisir ton plat, sur une semaine, ça fait 35 minutes. Exactement. C'est marrant parce qu'on a ce dilemme avec mon frère, mais parce que moi je suis du genre, j'arrive au resto et je prends le serveur tout seul et je décide tout le monde ce qu'ils vont. Et là, le groupe, ils aiment plus ça. On est en coloc avec 2 de nos meilleurs amis, ma copine et Neyel.
Et ils en ont marre, quoi, parce que normalement, j'arrive au resto et je dis au serveur, viens ici, on va prendre ça en entrée, ça en plat, on va tout partager. Top, là, ça arrive, tout le monde mange. Comme moi, j'aime bien être le chef d'orchestre, comme ça. Et là, tout le monde est là, mais laisse-moi, je voulais pas, enfin, tu vois, laisse-moi choisir pendant le temps. Donc, tu vas lui dire, non, mais ça, je sais, ça, c'était pour Daniel. Moi, ce que je t'ai pris, c'est le tartare de poisson. Voilà. Mais pour te dire, tu vois, j'ai un client, il dit, ah, moi, je prends toujours le burger, mais je prends pas les frites. Ah. Tu vois, donc il prend le burger, en général, bœuf. Les frites, il dit non, pas les frites, ne les mettez même pas sur la table, je ne les mangerai pas. Donc voilà, il sait que le midi, s'il y a un burger, il prend le burger. Et c'est fait, quoi. Et tu gagnes du temps, en fait. Ouais, le but, c'est de gagner du temps, c'est de gagner de l'espace mental. Et c'est juste, finalement, d'être beaucoup plus optimisé dans tout ce que tu fais. mais ouais, après, voilà. Moi, ça se rapporte beaucoup aussi en business où, pour moi, lorsqu'il y a une personne qui prend finalement les décisions, pas pour tout le monde, on concerte et tout ça, mais une personne on conduit un bateau et il y a un capitaine, ce capitaine, c'est lui qui tranche et qui a les décisions finales. Tout va beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Donc, voilà, si... Tu sais, ça me fait trop rire parce que je trouve que maintenant, j'ai un fiancé. Tu vois, les choses se sont enclenchées aussi. Mais il vit pas à Dubaï. Et vu que, voilà, il fait attention à sa ligne, comme moi, parce qu'on a beaucoup de dîners aussi et qu'on est très gourmand. Donc, parfois, il faut un petit peu faire attention. Souvent, au restaurant, je choisis pour lui, en fait. Parce que je sais ce qu'il aime. Donc il dit c'est bon, choisis pour moi. Donc, je dis on va prendre le bar grillé. Et donc direct comme toi, tu vois, je choisis aussi. Non, mais c'est ça aussi l'équipe, c'est que tu sais comment les autres fonctionnent, tu sais ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, et tu peux prendre les décisions rapidement et facilement. Et tu as souvent travaillé en équipe, parce qu'on parle d'équipe, moi et mon frère, on est un duo, on travaille tout le temps en équipe, toute ma carrière, je l'ai fait en équipe. Mais ce que tu as bâti finalement en marketing et tout ça, est-ce qu'il y avait cet environnement d'équipe du coup? Est-ce que tu as l'habitude de travailler avec les autres? Ah ouais, moi j'ai même vécu en coloc. Ouais. Pour m'en sortir financièrement, dans la maison que j'avais achetée avec mon ex-mari, j'ai été obligée en fait de faire une coloc. Parce que sinon je m'en sortais pas. Donc oui, j'ai même vécu en coloc. Mais en fait, moi j'adore. Je trouve justement que, pour revenir au début du podcast, on fait toujours plus pour les autres. Si j'étais moi toute seule, je pense pas que je ferais tout ça. Donc c'est tellement chouette de vivre en équipe, de travailler en équipe, de partager les succès, tout à fait, partager un bon resto, partager une bonne affaire, une bonne vente. Tout à fait. Que ce soit avec le client, avec ton frère, avec ton meilleur ami ou avec ton conjoint, quoi. Ou ton fils. C'est super. Et puis, moi, je pense que là, il faut tout simplement inviter tout le monde à venir découvrir Dubaï. Super important d'y mettre les pieds, enlever toutes les croyances limitantes que vous pouvez avoir sur la région et tout ça, parce que on le verra, dans 10 ans, les gens diront, Laïs et Neyel, ils sont arrivés il y a 10 ans, et Florence, ils sont arrivés il y a 10 ans à Dubaï. Aujourd'hui, ils sont X, et puis, la différence par rapport à ceux qui sont restés, au Québec ou en France ou en Belgique, tout ça. Je dis pas qu'on peut plus évoluer dans ces environnements-là, mais en tant qu'entrepreneur, on est extrêmement limité. Et en fait, on a appris tellement de choses aujourd'hui. J'espère que tout le monde aura pu tirer un maximum de valeur, surtout au niveau des finances, au niveau de l'impact de l'inflation, du fait de prendre le contrôle de sa situation financière et de vraiment finalement faire la différence dans ses finances. Florence, toi, tu as su le faire, tu as su prendre action et puis investir aujourd'hui. C'est quoi pour les prochaines années, tes top 3 investissements qui, pour toi, tout le monde devrait avoir ça dans son portefeuille? Pour moi ou pour les autres? Pour toi déjà, parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir... Suivre la machine à cash. Ouais. Suivre la machine à cash, coller à ces 3 digits, combien tu gagnes, combien tu mets de côté, combien tu dépenses. Ouais. C'est ça, machine à cash. Et les véhicules financiers, du coup, bourse, crypto, IMO, on est diversifié. Toujours diversifié, jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Dans le même panier. Ouais. Évidemment, l'immobilier, en même temps, c'est pas très liquide parce que si vous voulez vous débarrasser de votre villa ou votre appart, il faut trouver un acheteur. Ça peut prendre du temps. Tandis que la crypto, tu la vends normalement en 1 heure, c'est fait. 20 minutes. Ah, c'est top. En tout cas, je trouve qu'on fait une belle équipe. Vous allez nous revoir en fait avec Florence. Moi, j'aimerais bien un podcast sur l'avenir. Tu vois, qu'on joue un peu au médium. L'avenir de l'Europe. Pourquoi on pense que ça pourrait être positif ou négatif? Qu'est-ce qui pourrait faire que l'Europe se réveille, que ça se redynamise? Et tu vois, avec ce qu'on a vu dans le monde, avec dans l'Argentine,
tu Ouais. vois. Avec grand plaisir, c'est Dubaï, extrêmement relié avec ce qu'on Abu veut Dhabi. faire au niveau des expatriés, de les aider finalement à s'éduquer financièrement. Donc, Puis même au niveau des investissements, je pense que comprendre quelles régions du monde vont le plus sortir du lot durant les prochaines années, ouais. c'est sûr que comprendre quels sont les marchés émergents, etc., c'est très important au niveau de Mhm. l'investissement. Donc, On parle beaucoup de la Géorgie aussi pour le moment, Ouais. ouais. Costa Rica. Il y a plein d'endroits Colombie, super pertinents. donc, Les gens doivent s'éduquer un petit peu sur leurs différentes options, ou s'ouvrir l'esprit sur le monde et finalement vraiment passer à l'action après. C'est ce qui a fait la différence. C'est qu'on est passé à l'action, on a mis en vente le livre d'affaires, on est venu jusqu'ici, on est reparti de zéro avec voilà, rien. Tu as fait la même chose. Donc voilà. Et surtout, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des erreurs. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui restent figés parce que voilà, il y aura toujours des erreurs. Il y aura jamais, le processus va jamais se faire. Le plan va jamais se passer exactement comme tu l'avais prévu. Ouais. Donc autant prendre action et puis réajuster sur le moment. Je pense que c'est là où on fait un bon duo. C'est que voilà, on se lance, on n'a pas peur et puis on réajuste directement sur le coup. Donc, Exactement. Où est-ce qu'on te suit, Florence? Comment on peut avoir des nouvelles de Florence, de son ascension ici à Dubaï? Et puis si les gens veulent communiquer avec toi, comment on peut faire? Alors, je pense que je mettrai mon numéro WhatsApp en dessous du podcast dans les commentaires. Yes. Ouais. Et sinon, sur LinkedIn, donc Florence Blémont, Blaimont. Sur LinkedIn, sur Facebook, Instagram. Je suis vraiment nulle sur Instagram. J'aime pas trop ça. Ouais. Donc, je dirais WhatsApp, Ok. Ouais. Top. email. On et va la mettre tous les Fédération liens des gourmands. dans tous Ouais. les cas. Tous les liens ils seront dans la description. Donc, n'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne Capital Nomade pour rien manquer de ce que moi, Neyel, les deux frères canadiens, québécois, on va faire dans les prochains mois, dans les prochaines années ici. Et aller encourager un maximum Florence. Merci encore beaucoup, Florence, Yes, merci. Merci. pour ce podcast. Salut tout le monde.